Dossier numéro 2, donc un dossier dans un premier temps sur un enfant qui boite. Alors, on vous dit que vous diagnostiquez une boiterie d'esquive, on vous dit comment portez-vous le diagnostic de boiterie d'esquive et ensuite quels sont les principaux diagnostics à évoquer devant cette boiterie. Alors, un petit mot sur les boiteries. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une boiterie? Eh bien, une boiterie, c'est un trouble de la marche au cours duquel il y a une inégalité du pas, soit en longueur, soit en temps. Et c'est souvent associé effectivement à une inclinaison du tronc. Donc, la boiterie, c'est un diagnostic clinique s'il existe une inégalité de pas, soit en longueur, soit en temps. Alors après, il existe deux grands types de boiteries, les boiteries d'esquive et les boiteries de Trendelenbourg. La boiterie de Trendelenbourg, c'est un déficit du moyen fessier et donc qui va entraîner une boiterie puisque un des moyens fessiers marche moins bien. Ces boiteries, elles sont secondaires à des étiologies neurologiques ou musculaires et donc finalement, il y a très peu de chances que vous ayez un dossier sur ce genre de boiterie. Nous, les boiteries qui nous intéressent, ce sont les boiteries d'esquive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boiterie d'esquive? Eh bien, une boiterie d'esquive, cela signifie qu'il y a quelque chose qui fait mal quand je pose le pied par terre. Et donc, pour avoir moins mal, eh bien, je vais réduire le temps d'appui du pied qui fait mal et rallonger l'autre côté. Et donc, je vais avoir une boiterie d'esquive. C'est une boiterie qui esquive la douleur. Alors, devant une patient qui a une boiterie d'esquive, finalement, il y a deux grandes questions à se poser. La première question, c'est où est localisée la douleur? D'où vient la douleur? Et la deuxième question à se poser, c'est ensuite quelle est l'étiologie de cette douleur? Alors, plusieurs choses à regarder devant une boiterie d'esquive. Tout d'abord, première question, où est localisée la douleur? Je fais un examen très systématique. Je regarde d'abord l'abdomen. Si j'ai une appendicite, je peux avoir un psoïtis, et si j'ai un psoïtis, je peux avoir une boiterie. Donc, premièrement, bien regarder l'abdomen. Deuxièmement, regarder le rachis, d'accord? Si j'ai une spondylodicite, je peux avoir une boiterie. Et regarder les sacroiliaques, en tout cas le bassin, avec principalement les sacroiliaques, car je peux avoir une sacroiliite. Donc, bien penser, examiner l'abdomen à la recherche d'une appendicite, regarder et examiner le rachis, et examiner le bassin, principalement à la recherche d'une sacroiliite. Ensuite, je peux examiner l'ensemble du membre inférieur et donc là, je dois examiner l'ensemble du membre inférieur, les articulations, être sûr que toutes les articulations sont libres et indolores, l'ensemble de l'état musculaire, l'ensemble des territoires cutanés, l'ensemble des territoires vasculaires et puis toujours cette petite feinte qu'on vous dit toujours dans les livres, bien regarder sous la plante des pieds s'il n'y a pas une petite écharpe qui va provoquer une douleur et donc provoquer une boiterie d'esquive. Donc où est localisée la douleur? Appendicite, rachis, bassin avec les sacroilites et ensuite l'ensemble du membre inférieur, articulation, os, muscles, peau et vaisseaux. Une fois que j'ai examiné tout ça, je sais déjà où est localisée ma douleur. En gros, vous aurez deux types de possibilités dans un dossier. Soit c'est un dossier plutôt d'ostéomyélite et il y aura une douleur à la palpation des métaphyses, bien. Soit ce sera plutôt un dossier de boiterie, de rhume de hanche. Et dans ce cas-là, vous aurez plutôt une douleur localisée au niveau du genou, mais finalement à l'examen, une limitation articulaire de la hanche. Mais tout est possible. Une fois que je me suis posé et que j'ai vu où était localisé le problème, la deuxième question à se poser, c'est quel est le mécanisme et quelle est l'étiologie sous-jacente qui explique ma douleur. Et alors là, pareil, peu de choses à retenir, mais par contre ne pas rester concentré que sur les histoires d'ostéochondrite et d'épiphysiolyse. Il faut penser à l'ensemble des étiologies. Ces étiologies, elles sont assez simples. Premier type d'étiologie, des étiologies infectieuses. Vous pouvez avoir une ostéomyélite, une ostéoarthrite, une infection cutanée qui vont pouvoir vous donner une boiterie de hanche. Donc, d'abord, rechercher tous les problèmes infectieux. Cliniquement, qu'est-ce que je vais rechercher? Existe-t-il de la fièvre? Existe-t-il des signes locaux inflammatoires? Deuxième type de pathologie à rechercher, les pathologies inflammatoires. Au même titre que chez l'enfant, il existait des pathologies, chez l'adulte, il existe des maladies auto-immunes inflammatoires qui donnent des problèmes articulaires, du lupus, les polyarthrites rhumatoïdes, etc. Ces pathologies existent tout aussi chez l'enfant, avec une particulière qu'on appelle l'arthrite chronique juvénile. Peu importe, ce qu'il va falloir rechercher, c'est si on n'a pas des signes en faveur d'une pathologie inflammatoire, et donc regarder s'il n'y a pas d'atteinte d'autres articulations, et regarder s'il n'y a pas de signes inflammatoires locaux. Troisième type de pathologie, les pathologies traumatiques.
il peut y avoir eu une fracture ou un antécédent de fracture qui explique une douleur. Donc recherchez s'il existe des antécédents de traumatisme, s'il y a un traumatisme récent et s'il existe une douleur exquise à la palpation qui va nous orienter vers un problème traumatique. Quatrièmement, les tumeurs. Eh bien, des causes tumorales vont pouvoir donner des boiteries d'esquive. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, les tumeurs les plus fréquentes chez l'enfant, entre autres, il y a les leucémies. Or, on sait que les leucémies, eh bien, ça va pouvoir donner des douleurs des membres inférieurs. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, eh bien, vous pouvez avoir des tumeurs osseuses, primitives ou secondaires. Et ces tumeurs-là, là aussi, vont pouvoir vous donner une boiterie d'esquive. Comment est-ce que je vais la rechercher cliniquement? Eh bien, pareil que chez l'adulte, y a-t-il une altération de l'état général? Donc, y a-t-il une asthénie? Y a-t-il une anorexie? Et y a-t-il un amaigrissement? Donc, je dois tracer une courbe de croissance staturopondérale devant une boiterie. Ça, c'est le premier point. Et puis, y a-t-il un syndrome tumoral? Y a-t-il des masses quelque part, des adénopathies, une hépatomégalie, une splénomégalie? Et puis surtout, y a-t-il une tuméfaction osseuse à la palpation? Cinquième type de cause, les causes ischémiques. Alors, c'est les causes généralement que vous apprenez bien, l'ostéochondrite primitive de hanche et l'épiphysiolyse. L'ostéochondrite, ça touche plutôt l'enfant entre 2 et 5 ans et c'est plutôt à l'âge où on peut avoir les boiteries de hanche. Bon. Vous avez des signes cliniques qui sont bien décrits dans vos livres et des signes radiologiques. Apprenez d'abord les signes radiologiques parce que c'est sur les signes radiologiques qu'on pose franchement le diagnostic et pas du tout sur les petits signes cliniques, sémiologiques de est-ce que l'abduction est un peu plus limitée, etc. C'est surtout les signes radiologiques, donc apprenez surtout cela. Et puis l'épiphysiolyse fémorale supérieure, là encore, ça touche plutôt le préadolescent qui est pléthorique, donc un peu fort. Et là encore, ce n'est pas sur la clinique qu'on fait franchement le diagnostic, mais c'est surtout sur la radiologie, donc apprenez bien les signes radiologiques. Autre étiologie, le Guillain-Barré, qui peut donner des boiteries d'esquive, donc bien taper les réflexes, être sûr que les réflexes ne sont pas abolis. Et enfin, si on n'a rien de tout ça, le rhume de hanche. En résumé, devant une boiterie de hanche, devant une boiterie même d'esquive, je fais un examen clinique qui va d'abord, rechercher la localisation comme on a dit. 2, je fais un examen clinique qui va essayer d'éliminer l'ensemble de ces étiologies. Une fois que j'ai fait tout ça, si vous avez un dossier de rhume de hanche en pratique, eh bien, votre examen clinique doit être strictement normal pour éliminer l'ensemble de ces pathologies. Et je vous rappelle entre autres une courbe de croissance staturopondérale. Et on fera de manière systématique une numération et une CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire de manière systématique, même s'il n'y a pas de fièvre. Et on fera une radiographie de la zone douloureuse. Pourquoi? Parce qu'à la radiographie, eh bien, on pourra éliminer une pathologie traumatique, on pourra éliminer une pathologie tumorale et on pourra éliminer une pathologie ischémique. Enfin, si une articulation est touchée, on fait en plus de ça une échographie de l'articulation. Pour poser le diagnostic de rhume de hanche, eh bien, j'ai une boiterie d'esquive avec une douleur généralement au niveau du genou. À l'examen, j'ai une limitation articulaire de la hanche. À l'examen clinique, je n'ai aucun signe en faveur d'une infection, d'une maladie inflammatoire, d'un problème traumatique, d'un problème tumoral et d'un Guillain-Barré. Aux examens complémentaires, j'ai une NUM et une CRP qui sont normales, j'ai une radiographie qui est normale et enfin, à l'échographie, je peux retrouver un peu de liquide. Mais c'est parce que j'ai éliminé l'ensemble des autres diagnostics que je peux poser le diagnostic de rhume de hanche. Voilà grosso modo ce qu'il y a à savoir sur le cours de boiterie de hanche, puis apprendre bien les signes radiologiques d'ostéochondrite et d'épiphysiolyse. Une fois que vous savez tout ça, vous savez à peu près tout sur ce cours rhume de hanche. Donc la question numéro 1, c'était l'ensemble de ce qu'on vient de dire ici. Nous passons. Question numéro 2, donc on vous décrit finalement l'examen clinique de Massou et on vous dit qu'il existe principalement une douleur à la palpation de la métaphyse fémorale inférieure droite avec un discret érythème au regard. Donc le diagnostic à évoquer, c'est une ostéomyélite aiguë fémorale inférieure droite. Quelle est la différence entre une ostéomyélite et ostéochondrite? Eh bien ça n'a rien à voir. L'ostéomyélite, c'est une infection de l'os. Mais on parle d'ostéomyélite lorsque c'est un os qui est en croissance et donc avec la présence de cartilage de croissance, avec en plus la notion que la contamination s'est faite principalement par voie hématogène. L'ostéochondrite, eh bien, c'est un problème vasculaire, un problème de vascularisation au niveau de l'os qui va entraîner une déformation de cet os. Donc vraiment,
deux pathologies qui n'ont rien à voir. Ici, c'est une ostéomyélite aiguë, c'est-à-dire une infection osseuse. Question numéro 3. Quels examens sanguins demandez-vous? Eh bien, devant une ostéomyélite, la question principale est de savoir quel est le germe responsable. Alors, il est compliqué de retrouver le germe, et finalement, le meilleur moyen de retrouver le germe, c'est d'aller le chercher dans le sang. Donc, il faut faire des hémocultures, et il faut en faire plusieurs, au minimum 2, et si possible contemporaines des pics fébriles, et ceci avant de débuter l'antibiothérapie. Il n'y a pas d'urgence à 3 heures près ou à 4 heures près à débuter une antibiothérapie devant une ostéomyélite. Il vaut mieux prendre le temps de faire des hémocultures, et une fois qu'on a fait au moins 2 ou 3 hémocultures, on a plus de chances de connaître le germe finalement, et donc on commence l'antibiothérapie dans un second temps. Et puis on fait évidemment une NUM et une CRP pour avoir un syndrome inflammatoire et pouvoir ensuite surveiller l'évolution de ce syndrome inflammatoire. Question numéro 4. Au niveau de l'imagerie, quelle est votre stratégie diagnostique? Et pour chaque examen évoqué, expliquez ce que vous en attendez. Eh bien, on fera toujours devant une ostéomyélite des radiographies, ça c'est sûr, donc du fémur droit et du fémur gauche, plus ou moins une échographie, ça se discute, donc ça je ne peux pas trancher pour vous. Et puis ensuite, 2 possibilités, soit la radiographie est normale, soit la radiographie est anormale. Si elle est anormale et qu'il existe des signes d'ostéomyélite, on peut s'en arrêter là, mais c'est exceptionnel parce que généralement ces signes-là apparaissent tardivement. Soit la radiographie n'est pas normale, et dans ce cas-là, 2 stratégies possibles. Soit on fait une scintigraphie osseuse, soit on fait un IRM. Pourquoi faut-il faire plutôt l'un que l'autre? Aucune raison particulière. Certaines personnes feront plutôt une scintigraphie, d'autres personnes feront plutôt l'IRM. Ça dépend un peu des habitudes des gens, et ça dépend un peu de l'accessibilité de ces 2 examens complémentaires. Donc, soit l'un, soit l'autre. En pratique, radiographie plus écho, toujours, et si négatif, scintigraphie ou IRM. Alors, que peuvent montrer ces examens complémentaires? Eh bien, la radio, elle peut être normale, et elle est généralement normale, et puis sinon, elle peut montrer, une réaction des parties molles autour, avec un épaississement de ces parties molles, et enfin, elle peut montrer des lésions osseuses, mais qui sont très tardives, et ces lésions osseuses, c'est une déminéralisation, une ostéolyse, et enfin, des appositions périostées. À l'échographie, eh bien, cette écho, elle peut être normale. Elle peut aussi montrer une réaction des parties molles avec un peu d'œdème. Et enfin, elle va surtout pouvoir montrer des complications à type de décollement périosté, plus ou moins d'abcès sous périosté. La scintigraphie, elle va montrer une hyperfixation. C'est toujours le cas de la scintigraphie. Et à l'IRM, l'IRM, elle va montrer les anomalies habituelles, c'est-à-dire un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2, et l'IRM va être anormal très précocement, donc c'est vraiment un très bon examen. À quoi ressemblent radiologiquement des appositions périostées? Alors, une apposition périostée, c'est finalement le fait qu'il y a une réaction inflammatoire au niveau de la corticale et qui donc va repousser le périoste, et donc finalement, alors que vous avez votre os qui est bien rectiligne comme ça, à un moment, il y a un petit décrochage du périoste qui va faire une sorte de petit décollement à ce niveau-là. Voilà à quoi ressemble une apposition périostée. Ça veut dire qu'il y a une réaction inflammatoire au niveau de la corticale et que donc mon périoste est un petit peu repoussé, et ça peut parfois déboucher sur un abcès sous-périosté. Question numéro 5. En plus de l'imagerie et du bilan sanguin, quels autres examens pouvez-vous discuter? Alors, 2 autres examens à faire. Le prélèvement d'entrée, toujours si on trouve une porte d'entrée, cutanée ou RL. Et puis ensuite, peut se discuter la réalisation d'une ponction osseuse métaphysaire sous anesthésie générale. Alors, faut-il la faire de manière systématique? Là encore, pas de consensus, ça dépend des endroits. Mais d'une manière générale, grosso modo, une ostéomyélite chez un enfant qui n'a aucun terrain particulier, avec une ostéomyélite sans complications, sans abcès, on sait épidémiologiquement quels sont les germes les plus fréquents, et généralement on n'ira pas faire la ponction osseuse. Une ostéomyélite chez un patient qui est immunodéprimé ou qui a un terrain particulier, donc qui peut avoir des germes particuliers ou qui présente un abcès, dans ce cas-là, on ira quasiment toujours faire la ponction osseuse pour essayer de voir quel est le germe. Il est sûr que la ponction osseuse permet d'avoir une identification du germe, mais c'est un geste invasif, donc vraiment tout dépend de la balance bénéfice-risque. Mais là encore, aucun consensus. Certaines personnes diront qu'il faut le faire toujours et d'autres diront qu'il ne faut jamais la faire. Mais donc, il faut la discuter. Doit-on attendre la biopsie osseuse avant de mettre des antibiotiques?
Si on décide de faire la ponction osseuse, oui, mais on la fait généralement quand on a fait le diagnostic. Mais oui, il n'y a pas une urgence vitale à faire à mettre l'antibiothérapie dans ces cas-là. Donc on l'attendra, oui. Question numéro 6, quels sont les 3 germes les plus généralement causant cette pathologie? Eh bien, 3 germes à évoquer, le staphylocoque, le streptocoque et Kingella kingae, qui est un germe qu'on a découvert depuis peu de temps qui donnait des infections osseuses. Donc voilà les 3 germes à évoquer. Là encore, si le terrain est particulier, par exemple chez un drépanocytaire, il faudra évoquer d'autres germes, comme par exemple les salmonelles, mais dans un terrain classique, c'est les 3 germes à évoquer. Question numéro 7, quel est votre traitement? Eh bien, le traitement, c'est donc une hospitalisation en urgence, une antibiothérapie qui, dans un premier temps, est double, donc synergique, bactéricide, à bonne pénétration osseuse et qui doit d'abord être par voie intraveineuse. Il y aura dans un second temps un relais per-os. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut que ça couvre le staphylocoque doré. Donc, on peut mettre soit de l'augmentin plus... Alors, de l'augmentin ou une C3G associée à de la phosphomycine ou de la rifamycine. Vous pouvez trouver de nombreuses possibilités thérapeutiques. Mais voilà, par exemple, augmentin rifamycine, c'est quelque chose qui se fait pas mal en pédiatrie. Et puis ensuite, eh bien évidemment, on adapte secondairement cette antibiothérapie à l'antibiogramme. Et puis s'il existe une porte d'entrée, on traite la porte d'entrée. On fait un traitement symptomatique, donc un traitement antalgique qui est constitué de 2 choses. Un traitement médicamenteux antalgique. Et deuxièmement, une immobilisation plâtrée qui a pour objectif d'être un traitement antalgique. Et puis un traitement antipyrétique et une surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Donc l'efficacité, on surveille la douleur, la fièvre, la NUM et la CRP et les radios à distance. Et pour la tolérance du traitement, eh bien faire la surveillance d'un malade sous plâtre puisque l'on a fait une immobilisation plâtrée. Pour ce qui est du traitement per-os, le traitement per-os, il se fait grosso modo quand le syndrome inflammatoire a complètement disparu. Et dans ce cas-là, on garde généralement de l'augmentin avec de la rifamycine. Dernier point, le Bristopène, la pénième, eh bien, par voie intraveineuse, c'est un bon antibiotique dans les infections osseuses, mais par voie per-os, ce n'est pas un bon antibiotique pour les pénétrations osseuses. Donc même si ça traîne dans vos livres, on ne met plus de péni-M ou de Bristopène dans les infections osseuses lors du relais per-os. Question numéro 8, quelles sont les principales complications de cette pathologie? Pourquoi est-ce qu'on vous parle beaucoup de l'ostéomyélite en pédiatrie? Eh bien, le problème, c'est que ça peut toucher le cartilage de croissance. Si ça touche le cartilage de croissance, eh bien, arrêt de la croissance d'un membre et donc ensuite, un des membres va beaucoup croître tandis que l'autre ne va pas croître. Il va y avoir une inégalité de longueur des membres. C'est principalement ça le problème des ostéomyélites. Alors, la complication à court terme, c'est évidemment les septicémies et puis l'extension de l'ostéomyélite à toute la diaphyse. On parle d'une pandiaphysite. Et puis, il peut y avoir des nécroses osseuses avec des séquestres osseux et enfin des abcès sous périostés. À moyen et long terme, il peut y avoir une ostéomyélite qui devient subaiguë et chronique. On a du mal à se débarrasser du germe et donc il existe constamment des résurgences de la symptomatologie. Et puis surtout, eh bien, à long terme, les troubles de croissance avec une inégalité de longueur des membres. Question numéro 9. 72 heures plus tard, on vous demande que finalement le prélèvement revient à salmonelle, enteritis. Et puis on vous montre un bilan sanguin et on vous demande quel est le diagnostic à évoquer. Donc ici, il fallait évoquer une drépanocytose probablement homozygote SS devant le terrain, des parents qui sont originaires de Côte d'Ivoire, qui est donc un foyer entre guillemets de drépanocytaire. À l'anamnèse, eh bien un antécédent probable de crise douloureuse vaso-occlusive et puis une probable anémie hémolytique devant la splénomégalie, devant l'anémie normocytaire régénérative et devant l'asplénie fonctionnelle, puisque les infections à salmonelle doivent faire évoquer une asplénie fonctionnelle. Donc on avait vraiment un tableau assez typique de drépanocytose. Quelles sont les autres complications osseuses de la drépanocytose? Principalement, même s'il y en a plusieurs, il y a tout ce qui est infection osseuse, avec des germes particuliers comme on vient de la voir ici. Deuxièmement, tout ce qui est crise vaso-occlusive, que l'on vient de voir, qui était décrite aussi ici. Et enfin, tous les problèmes de vascularisation, avec parfois des ostéochondrites, des épiphysiolyses plus faciles, parce que des troubles de la microvascularisation osseuse. Voilà les 3 grands groupes de pathologies. Question numéro 10. Quel examen complémentaire est nécessaire pour confirmer ce diagnostic? Ce diagnostic est confirmé par une électrophorèse de l'hémoglobine.